Bonsoir, messieurs et dames. C'est un plaisir sans cesse renouvelé de vous retrouver dans cet espace, journal du dimanche au soir. Et il sera marqué, parlant de ce 20h, par ces sujets: analyse profonde du système fiscal burkinabé, faible gouvernance fiscale, sous-imposition, défiscalisation dans certains secteurs ou même incivisme fiscal. Les premières assises nationales tenues cette semaine ont formulé plusieurs recommandations en vue de le redynamiser. Quelles sont-elles? Les réponses dans ce journal du dimanche au soir. Et puis réforme foncière, l'initiative de la réforme de la loi 057-2008 portant promotion immobilière au Burkina Faso, entreprise par le ministère de l'Urbanisme, suscite de vives inquiétudes chez les promoteurs immobiliers. L'association des promoteurs immobiliers APIB, ceux-là même qui dénoncent le passage en force du ministère de l'Urbanisme, seront sur ce plateau. Et enfin, sport. JO, donc Jeux Olympiques de Tokyo, nous ferons le point de la participation de nos étalons. Nous parlerons aussi cyclisme avec un invité, Martin Savadogo. Il est DTN, entendez, directeur technique national à la Fédération burkinabé de cyclisme. Encore une fois, merci de nous suivre et merci d'être à ce JDS, Journal du dimanche au soir, puisque nous vous le rappelons tout le temps, l'actualité, elle est plurielle. Et pour commencer, nous parlerons de celle-ci, le président du Faso, Roch Kaboré, qui a présidé hier samedi 31 juillet la cérémonie officielle de clôture des activités commémoratives du 60e anniversaire de la Croix-Rouge burkinabé. Les activités commémoratives de ces 60 ans d'existence au Burkina Faso ont été placées sous le signe du renforcement des acquis. Le chef de l'État a félicité la Croix-Rouge pour son beau parcours depuis sa création, l'enjoignant en même temps à se renouveler pour faire face aux nouveaux défis. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le président du Faso. J'ai considéré donc qu'aujourd'hui, il était important que je vienne encourager, féliciter la Croix-Rouge pour l'ensemble du travail, je dirais qu'elle fait depuis quasiment 60 ans. C'est un des défis importants. Ça a commencé petitement et comme vous savez, le monde évolue, les difficultés aussi. Donc, il est évident que chaque jour, il faut se renouveler pour faire face aux nouveaux défis. Alors, donc, de ce point de vue-là, je suis venu là pour témoigner toute ma reconnaissance au personnel et aux volontaires, parce qu'ils font un travail sans retour. Ils font un travail dans l'intérêt, dans l'amour du prochain. Et je pense que cela est important, que nous nous mettions en tête que nous avons tous, chacun, à son niveau, un rôle à jouer dans ce sens. Donc voilà ce que je suis venu dire et également encourager toujours à la réflexion pour voir comment nous allons continuer à faire face aux défis qui nous attendent, je dirais, devant encore. Ce qui est certain, comme vous l'avez constaté, aussi bien les abris pour les personnes qui quittent leur zone, aussi bien la formation pour la culture, les plantes et la transformation pour permettre une certaine autonomisation aussi bien des femmes et des jeunes. Je pense que c'est autant d'activités au-delà de l'humanitaire qui permettent, comme on a dit, de préserver, je dirais, le respect de la personne humaine et sa dignité. Et je crois que c'est cela qui est important quand on est dans des situations de difficulté. C'était donc le message du président du Faso dans le cadre de ce 60e anniversaire de la Croix-Rouge au Burkina Faso. Nous allons poursuivre ce JDS avec la première rubrique de façon plus formelle, et c'est celle économie. Le sujet, nous l'annoncions tantôt en titre, les premières assises nationales de la fiscalité se sont achevées le vendredi 30 juillet dernier. Elles ont permis aux participants, environ 300, d'échanger autour de la mobilisation des recettes fiscales et du renforcement du civisme fiscal en faveur du développement national. Des échanges qui ont permis de relever les forces et les faiblesses du système fiscal et de faire des recommandations pour son amélioration. Fatimata Nikema pour ce point. Politique fiscale pour l'instauration d'une fiscalité de développement au Burkina Faso. Les 29 et 30 juillet, ces acteurs du système de la fiscalité ont répondu à cette question à travers des ateliers thématiques et des communications, chose qui a permis de relever les insuffisances du système fiscal burkinabé. Afin donc de corriger ces manquements constatés, les participants à ces assises ont formulé plusieurs recommandations.
parmi lesquelles des recommandations sur la fiscalité locale au service du développement local. Réaliser une étude sur le potentiel fiscal des collectivités territoriales afin de maîtriser l'assiette fiscale, le fichier des contribuables et d'optimiser le recouvrement des recettes locales. Poursuivre la déconcentration des services des impôts en associant les leaders d'opinion. Instituer un quitus fiscal pour les mandats électifs à travers le code électoral afin de donner l'exemple au sommet sur le civisme fiscal. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement a salué la qualité des travaux et les recommandations qui y sont issues. Lassane Kaboré a assuré que ces recommandations seront prises en compte par le gouvernement. Et je pense que nous allons mettre en place rapidement, en tout cas en ce qui nous concerne au niveau du ministère des Finances, un comité pour pouvoir donc suivre la mise en œuvre de ces recommandations, analyser et naturellement en impliquant la Commission nationale sur la fiscalité pour que l'ensemble de ces recommandations-là puissent progressivement être mises en œuvre afin d'assurer à notre pays effectivement une fiscalité qui réponde à nos ambitions, une fiscalité qui nous permette d'avancer résolument vers une optimisation de la mobilisation des ressources intérieures pour le financement de notre développement. Ces assises nationales de la fiscalité ont été organisées par le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement en partenariat avec le Conseil présidentiel pour l'investissement. Ont pris part à ces assises des représentants du secteur privé, de l'administration publique, de la société civile et des collectivités territoriales. Retour sur ce plateau pour le premier entretien et nous restons justement dans ce sujet-là, celui des assises nationales de la fiscalité et nous sommes avec Madame Eliane Djigemde, elle est directrice des services fiscaux à la Direction générale des impôts. Bonsoir. La première question qui me vient en tête, parce qu'on a regardé donc tout à l'heure, on s'est rendu compte que ce sont les premières assises nationales concernant donc les questions de fiscalité. Pourquoi maintenant justement ces assises? Merci à vous. Et avant toute chose, je voudrais d'abord vous remercier pour l'occasion qui nous est offerte pour revenir sur les temps forts qui ont marqué cette importante rencontre. Alors, pour revenir à cette première question, pourquoi maintenant des premières assises? Il faut dire que l'idée a germé depuis très longtemps. L'idée a germé depuis très longtemps, mais il y a que la problématique est tellement importante que ça mobilise beaucoup de ressources, beaucoup de ressources humaines, beaucoup de ressources financières, et il fallait affiner vraiment la problématique qui devait être traitée avant de pouvoir effectivement engager le processus qui a pu conduire effectivement à la tenue effective de ces assises actuellement. Donc c'est pour dire que comme l'a si bien indiqué le secrétaire permanent du Conseil présidentiel pour l'investissement, c'est le jour qui n'était pas arrivé. Et maintenant, voilà, on a pu tenir effectivement ces premières assises. Et c'est achevé d'ailleurs le vendredi dernier. Quand on fait le constat, tout à l'heure même en introduction, je le disais, lorsqu'on parle de notre système fiscal en lui-même, quelquefois le constat n'est pas forcément réduisant. On parle de faible gouvernance fiscale, sous-imposition, défiscalisation respective de l'économie par exemple informelle et puis celle agricole. On parle de l'inadaptation de l'imposition des entreprises modernes des secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Mais quand on dépeint de tels problèmes, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui peut expliquer des insuffisances pareilles depuis lors jusqu'à maintenant. Oui, tout à fait. Il faut dire que tout ce que vous venez de citer, les différents secteurs que vous venez de citer ont une caractéristique commune, à savoir le faible niveau de formalisation, que ce soit le secteur informel, que ce soit le secteur agricole, même moderne, il y a le constat du faible niveau de formalisation. Si nous prenons par exemple le secteur informel, il y a des études qui ont été menées et qui ont conclu à effectivement une sous-imposition. Et pourquoi une telle sous-imposition? C'est que cela tient principalement à
au dispositif de fiscalisation même de ce secteur, à savoir la manière de calculer les impôts qui affectés à ce secteur. Il y a aussi qu'on n'arrive pas à maîtriser la matière imposable. On n'arrive pas à imposer l'ensemble des acteurs qui interviennent dans ce secteur. Il y a toutes ces difficultés qui font que, effectivement, la contribution du secteur des micro-entreprises ne reflète pas le niveau réel des facultés contributives donc des contribuables de ce secteur. Si nous prenons le secteur agricole, il y a que le Code des impôts a prévu une fiscalisation de ce secteur à travers l'impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles. C'est dire donc que les exploitations agricoles, les produits issus de la transformation des produits locaux et également le commerce du cru sont en principe imposés à cet impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux. Toute la difficulté ici réside dans le fait qu'on n'arrive pas à maîtriser les intervenants dans ce secteur parce que beaucoup évoluent de façon informelle. C'est ça. Voilà, c'est ce qui explique peut-être cette difficulté à fiscaliser de façon optimale ce secteur. Dans tous les cas, je pense qu'il y a lieu d'encourager effectivement l'éclosion d'un secteur agricole moderne qu'il faut accompagner par une fiscalisation beaucoup plus appropriée. Donc là, vous ressortez donc des limites objectives à certains secteurs qui sont donc spécifiques au regard de leur réalité. Et justement, je pense que c'est ce pourquoi il y a ces assises-là, parce qu'il faut constater un certain nombre d'éléments, mais tenter aussi d'y apporter des solutions. Justement, quelles sont les recommandations majeures qui sont sorties de ces assises-là? Alors, les recommandations majeures qui sont sorties de ces assises porte essentiellement sur les quatre thématiques qui ont été développées au cours de ces assises. Alors, sur le plan de la gouvernance fiscale, il a été recommandé notamment l'élaboration d'un document de politique fiscale et douanière à vision prospective. Autre recommandation par rapport à cette thématique, c'est l'institution d'un quitus fiscal pour tout candidat à un mandat électif. Sur la fiscalité locale, il a été recommandé l'amélioration de la déconcentration des administrations qui interviennent dans la mobilisation des recettes au profit des collectivités territoriales et également l'institution ou la mise en place d'une administration locale de façon progressive, une administration fiscale locale de façon progressive. Sur la question de la dépense fiscale, il a été recommandé surtout la rationalisation des incitations fiscales et également l'élaboration d'une étude spécifique sur les clauses de stabilité fiscale des sociétés minières. Enfin, en ce qui concerne la gouvernance, la modernisation de l'administration, les recommandations fortes ont porté essentiellement sur l'institution d'un cadre de concertation avec les usagers, l'amélioration des relations et de la collaboration entre l'administration fiscale et les usagers et enfin l'informatisation intégrale des procédures fiscales et douanières au niveau des deux administrations que sont la Direction générale des impôts et la Direction générale des douanes. Justement, vous parliez tout à l'heure du secteur minier. Je pense qu'il préoccupe aussi beaucoup de Burkinabés parce qu'on se dit là-bas il y a une bonne manne, il y a forcément aussi du point de vue imposition quelque chose à se faire. Mais pour beaucoup de Burkinabés, on a l'impression qu'il y a un genre de système d'imposition dérogatoire, c'est-à-dire qu'ils ne payent pas plus que pour beaucoup de Burkinabés ils devraient.
Parce que là-bas, on s'est dit l'argent, ça sort quand même. Mais qu'est-ce qu'il en est vraiment? Et puis, quelles ont été les réflexions là-dessus lors de ces assises? Bon, disons que le code des impôts, de même que le code minier du Burkina Faso, prévoit des avantages fiscaux au profit des sociétés minières. Par exemple, pour les sociétés minières en phase de recherche, il est prévu un certain nombre d'avantages fiscaux. Pour les sociétés minières qui sont en phase de production également, il est prévu des avantages fiscaux tels que, par exemple, les remboursements des crédits de TVA, comme ce sont des entreprises exportatrices qui accumulent donc beaucoup de crédits de TVA. Le Code des impôts a prévu effectivement un dispositif permettant le remboursement donc de ces sociétés minières. Alors, c'est peut-être le manque d'information ou bien la méconnaissance de ces dispositions d'ordre législatif qui justifie effectivement ce débat sur la gouvernance des ressources minières et de façon globale sur la fiscalisation du secteur minier. Mais fort de ce constat, le gouvernement a entrepris en 2015 de réviser le code minier, d'une part pour rationaliser les incitations fiscales et d'autre part pour améliorer la contribution du secteur minier aux recettes budgétaires. Il y a aussi un phénomène qui a la peau dure. On parle de l'incivisme fiscal. On peut revenir sur ces raisons, on peut revenir débattre sur beaucoup d'autres éléments, mais je pense que ça, vous l'avez abordé. Comment est-ce que vous pensez inverser cette tendance-là? Parce que c'est une posture aujourd'hui pour beaucoup de personnes qui doivent payer les impôts. Tout à fait. Alors, pour pouvoir inverser cette tendance, il faut d'abord savoir quels sont les facteurs qui déterminent l'incivisme fiscal. Et beaucoup d'études ont effectivement montré que les principaux facteurs qui peuvent déterminer l'incivisme fiscal des contribuables, c'est notamment la complexité du système fiscal. Voilà, lorsque nous sommes dans un système fiscal complexe, difficile d'accès aux contribuables, ils se rétractent. Il y a autres facteurs tels que le manque de visibilité sur, par exemple, l'utilisation qui est faite des fonds collectés. Lorsque le contribuable ne sait pas ou n'est pas rassuré sur l'utilisation qui est faite de sa contribution, ça peut entraîner effectivement des comportements d'incivisme fiscal. Donc, c'est quelques raisons qui peuvent effectivement justifier le comportement incivique de certains contribuables. Fort de cela, le gouvernement s'est doté au cours de l'année 2020 d'une stratégie de promotion du civisme fiscal dont la mise en œuvre du plan d'action qui est associé devrait pouvoir à terme de parvenir à un niveau acceptable de civisme fiscal pour une mobilisation beaucoup plus accrue donc des recettes internes. Lors de ces assises, on a écouté avec commisération tous ceux qui sont passés, et parmi les interventions, il y a celle du Premier ministre qui a quand même été remarquée. Il disait que le taux de pression fiscale, selon les attentes, on n'en est pas encore au bon point pour celui burkinabé, mais pour le contribuable, quand il entend ça, il se dit, oula, André qui veut encore augmenter, il veut créer d'autres niches. Est-ce que c'est des taxes nouvelles, des impôts nouveaux? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le taux de pression fiscale, c'est un indicateur de la rentabilité fiscale d'un pays. Et il se calcule en faisant le rapport entre les recettes fiscales totales et le PIB. Et effectivement, au Burkina Faso, ce taux de pression fiscale reste en deçà de la norme communautaire, notamment la norme communautaire UMOA, qui se situe à 20%. Ce qu'il faut faire pour rehausser le niveau du taux de pression fiscale, c'est surtout l'élargissement de l'assiette fiscale. L'élargissement de l'assiette fiscale, c'est-à-dire qu'il faut travailler à toucher le maximum de personnes qui doivent payer l'impôt et également réussir à cerner une bonne partie de la matière imposable.
C'est donc dire qu'il n'est pas toujours nécessaire de recourir à la création de nouveaux impôts lorsqu'on veut impacter de façon positive le niveau donc du taux de pression fiscale. Je vais vous poser une dernière question, ça va concerner votre process en vous-même, parce que ce qu'on remarque, c'est la prédominance encore d'une gestion manuelle. Lorsqu'on vous voit fonctionner, alors qu'en la matière, je sais qu'il y a beaucoup aussi de petites initiatives qui ont été menées. Dans ces assises-là, qu'est-ce qui a été dégagé comme voie, justement, pour la modernisation de l'administration fiscale? En termes de modernisation de l'administration fiscale, il faut dire que beaucoup d'acquis. Il y a eu beaucoup d'acquis. Beaucoup d'acquis, notamment en termes d'informatisation. Informatisation des procédures fiscales. Et à partir de 2017, les choses se sont vraiment accélérées avec l'opérationnalisation des téléprocédures, c'est-à-dire le télépaiement, la télédéclaration et le télépaiement des impôts. Et aujourd'hui, l'administration douanière est également dans le processus. Et à ce jour, on peut dire que le segment des grandes et des moyennes entreprises est en phase d'adhérer complètement aux téléprocédures. Ce qui reste à faire, c'est de travailler à amener progressivement les autres segments de contribuables à adhérer effectivement à ces nouveaux outils modernes de paiement, de déclaration et de paiement des impôts, d'une part, et d'autre part, engager effectivement le processus d'informatisation intégrale des procédures au niveau des deux administrations, comme on le disait tantôt au titre donc des recommandations fortes issues des assises. Merci bien, Madame Myriam Digemde. Merci d'être passée sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions. Je rappelle que vous êtes la directrice des services fiscaux à la Direction générale des impôts. La question des impôts, je sais qu'on va y revenir dans ce JDS. Et donc, comme nous le disons habituellement ici, on vous laisse partir, mais les portes restent ouvertes. Merci. Voilà, on va continuer ce JDS avec notre rubrique, c'est celle Société. Un autre sujet, lui est aussi annoncé en titre, les promoteurs immobiliers qui, dans une déclaration, celle du 31 juillet, ont estimé que la démarche du ministère en charge de l'habitat pour ce qui est du processus de la réforme de la loi 057-2008 portant promotion immobilière au Burkina Faso manque de sincérité, en tout cas sur leur avis. Et pour ces derniers, l'adoption de la loi sans la prise en compte de leurs recommandations, celle notamment de l'atelier de Kaya, va créer une crise sociale et économique sans précédent. Michael Tougri pour le point notamment de ce rendez-vous-là du 31 juillet. Pour les promoteurs immobiliers, cet avant-projet de loi regorge de beaucoup d'incohérences et de contradictions d'ordre constitutionnel, législatif et communautaire. La validation d'une telle loi sans large concertation et un consensus pourrait créer une crise sociale et économique sans précédent au Burkina Faso. 27 juillet dernier, reçu une invitation du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat de la ville à prendre part à un atelier d'élaboration des décrets d'application de la loi 057 portant promotion immobilière au Burkina Faso, prévu pour la période du 2 au 7 août 2021. Après concertation, nous avons par voie de courrier, en date du 30 juillet, retiré notre désaccord eu égard à l'expérience de l'atelier précédent sur la relecture de la loi sur la promotion immobilière, dont notre participation n'avait pour objectif que la légitimation de la démarche du ministère et non la volonté réelle d'une prise en compte des propositions, des préoccupations des acteurs du secteur. L'avant-projet de loi, selon Roger Nikeman, dénie le droit des propriétaires terriens à céder librement leurs terres, propose un modèle restrictif de la promotion immobilière, instaure un système de monopole, opère une discrimination notoire entre les sociétés d'État et les entreprises privées. Il occulte le traitement du passif des dossiers déjà introduits qui engagent les chefs de terre, les chefs coutumiers et les propriétaires terriens et les populations. Bref, si l'on y prend garde, ce projet de loi induira certainement un effet contraire, et ce à plusieurs niveaux. D'abord, elle créera une situation ingérable et de nombreux conflits au sein de la population. Aussi,
on risquera d'assister à une prolifération sans nul pareil des habitats spontanés avec ses corollaires de fragilisation de la paix sociale. C'était l'objet de la réunion de ce matin. Roger Nikéman rappelle que les propriétaires immobiliers ne sont pas hostiles à l'idée de réforme. Seulement, ces derniers disent militer pour une réforme juste, équitable, sans restriction des droits acquis. Il invite les plus hautes autorités à se saisir de la question afin d'éviter que la bombe tant redoutée au Burkina Faso n'explose. Retour sur ce plateau pour un autre entretien et nous sommes avec une autre dame, cette fois-ci Kotima Rwamba. Elle vient au nom de l'APIB, de l'Union et du SINAPIB. En tout cas, c'est des associations qui représentent donc les intérêts de promoteurs immobiliers. Bonsoir et merci d'être avec nous. Il y a ce reportage-là qu'on vient de suivre. Il faut rappeler que, je pense que pour la PIB, il y a eu un point de presse rien que le 15 juillet dernier pour dénoncer un peu la dynamique dans laquelle le ministère est, en tout cas dans sa façon de procéder. La première question qu'on se pose, déjà le 15 juillet, ce qu'on entendait, c'est que la dynamique va plomber le secteur et surtout va conduire les entreprises qui œuvrent dans le domaine à mettre la clé sous le paillasson. Aujourd'hui, on entend encore cette même préoccupation-là ressortir. Vous êtes un pas important, quoi qu'on dise aussi, de notre économie burkinabé. Pourquoi, expliquez-nous pourquoi est-ce que la dynamique du ministère aujourd'hui risque fort de mettre en péril vos intérêts et votre activité? D'accord. Je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si vous avez eu à prendre connaissance de l'avant-projet de loi qu'ils veulent voter pour remplacer la loi actuelle. Je ne sais pas si vous avez pu avoir une idée du contenu ou pas. Si. Ok. Nous, on a eu le contenu, puisqu'on a été invité à Manga pour l'élaboration de cette loi. Il y a des recommandations que nous avons faites, mais ces recommandations n'ont pas été prises en compte. Et quand nous avons pris la loi, on l'a carrément lu de bout en bout. Déjà, de prime abord, il supprime la promotion foncière. Ça veut dire dorénavant, les promoteurs immobiliers ne pourront plus faire de l'aménagement, des opérations de lotissement. Cette partie est supprimée. Or, pourtant, si on supprime cette partie et on laisse que la construction, on ne va plus parler de promotion immobilière au Burkina, mais plutôt de l'entrepreneuriat, tout simplement du BTP, puisque ça va juste rester la construction des logements. Dans la nouvelle loi qu'ils veulent prendre, on ne parle plus de foncier. C'est juste la construction. Le foncier est juste réservé à la SONATUR, à la SUGECI, aux structures de l'État. Pourtant, dans les autres pays et un peu partout, ce que nous voyons, c'est que le modèle est mixte. Les promoteurs immobiliers peuvent faire le foncier, ils peuvent faire l'immobilier, ils peuvent construire, ils peuvent lotir, ils peuvent faire des opérations d'aménagement. Mais la loi qu'ils veulent amener va carrément supprimer cette partie-là. On n'a pas forcément attendu d'avoir le contenu pur et dur pour se rendre compte de la dynamique dans laquelle le ministère est. Les reproches sont connus, moi je vais les rappeler. Le type des motifs défendus par le ministère de l'urbanisme, on a par exemple la vente de terrains nus, la non-viabilisation des sites, l'accaparement du foncier rural à des fins de promotion immobilière, la démesure des superficies et les délibérations irrégulières des conseils municipaux sur les superficies. Donc là on est en train de parler de la terre de façon très claire. Et pour beaucoup, lorsqu'on dit promotion immobilière, c'est au finish avoir des maisons construites qui soient vendues, qui soient à l'accès, accessibles aussi aux populations selon les revenus qu'ils ont. Mais ce que dénonce un peu le ministère, c'est l'impression qu'on a, c'est que tout le monde est arc-bouté aujourd'hui, beaucoup plus sur une promotion plutôt foncière qu'immobilière, alors que la vocation première, c'était bien de construire. Et aujourd'hui, vous convenez avec moi, que ce soit des villes comme Burkina, comme Ouagadougou et certaines autres, il y a une pression sur la terre qui est énorme. Il y a une pression sur la terre qui est énorme. Et il y a un ministère qui doit faire quelque chose. Vous trouvez que, ici et maintenant, ce n'est pas la bonne formule. Quelle est la bonne formule pour vous? D'accord, je vais rebondir un peu sur ce que parce que vous avez eu à parler de l'accaparement des terres. Si on va revenir sur ça, il y a des villages qu'on va taire les noms, on va pas citer les noms. Mais les propriétaires terriens eux-mêmes, ils n'ont plus vraiment de superficie parce qu'ils ont tout vendu.
ils n'ont plus de superficie. Donc, parler d'accaparement des terres, et quand vous prenez le classement, vous verrez que les promoteurs immobiliers ne viennent même pas en première position selon le classement. C'est les agro-businessmen qui sont en premier lieu. En second lieu, c'est les tierces détenteurs. Et ensuite, une autre volet. Et en quatrième position, que les promoteurs immobiliers viennent. C'est pour dire que quand on parle d'accaparement, c'est pas vraiment... C'est vrai qu'entre nous, il y a un peu de débordement, souvent. Mais c'est pour ça que nous, on a demandé à ce qu'on soit... Quand vous dites débordement, souvent, est-ce que vous ne minimisez pas l'affaire? Parce qu'aujourd'hui, les affaires sont nombreuses devant la justice, on commence à prendre des engagements. Après, d'ailleurs, même c'est ceux qui vous donnent les terres qui reviennent encore sur les engagements qui ont été les leurs. On est dans une situation où on a un État aussi qui est coincé. Actuellement, c'est devenu un peu politique. Je dirais que c'est devenu un peu politique parce que tel que le message a été passé pour vraiment ternir un peu l'image des promoteurs, pour dire que bon, les promoteurs ne travaillent pas bien. Donc c'est un peu politique. Donc c'est ça vraiment que les uns et les autres ont comme information. Or pourtant l'information réelle est là. L'information réelle est là. Le promoteur immobilier, quand il part dans un village donné, il prend le terrain, il s'entend avec les propriétaires terriens. Il va faire son aménagement. Il va enlever pour les propriétaires terriens. Il va enlever pour la construction de logements. Et il va enlever aussi pour vendre. Et la loi actuelle autorise cela. Et c'est ce que la loi actuelle a prévu. Vous n'allez pas voir un promoteur immobilier qui va aller prendre un village donné pour aménager, qui va prendre tous les terrains et puis vendre. C'est pas possible. Oui, mais je veux dire qu'il y a beaucoup d'autres problèmes. Après, on se rend compte aujourd'hui que c'est le lieu de toutes les tensions. Il y a des engagements qui sont pris, après ils ne sont pas respectés. Quelquefois même, après, c'est ceux qui ont la latitude de vous remettre les terres, dont les proches viennent remettre encore en cause les accords qui ont été pris. Et puis, on a aussi des villages qui n'en sont plus vraiment. Parce que la vocation de la terre, aujourd'hui, dans certaines... quand vous partez pas loin de Ouaga même déjà, la vocation de la terre, c'est pas seulement y habiter, c'est aussi pouvoir se nourrir en menant certaines activités et tout. Et lorsqu'il y a ces dynamiques de promotion qui arrivent, on sait comment ça se passe. C'est de grandes parties... On prend le maximum qu'on peut, on essaie de donner ce qui est demandé à ceux avec lesquels on a conversé, et puis après le reste, ça passe dans la trappe de vos constructions. Vous savez, dans la promotion immobilière, telle que la loi a prévu, quand tu prends une zone donnée pour aménager, c'est vrai que tu dois tenir compte des équipements. Et les équipements, il y a les écoles, et il y a la santé, il y a des maisons de jeunes, maisons de femmes, et nos projets respectent cela. Parce que nous travaillons avec des géomètres, des experts géomètres, des experts urbanistes. Donc, toute cette technicité-là est prise en compte. Et actuellement, vous savez qu'un peu partout, les villes grandissent. C'est cela. Voilà. Donc, si on veut qu'à 50 ou bien à 30 ou bien à 20 mètres de Ouaga, ça soit une zone agricole, bon, je ne sais pas, mais vous voyez que c'est quand même délicat. Non, mais quand vous venez dans des villages, les villages, il y a un mode de vie, il y a des réalités sociétales. C'est une réalité. Oui, je suis parfaitement d'accord. Pour faire simple, vous parlez quand on arrive dans le village, il y a un mode de vie, oui. Quand le promoteur immobilier prend un village, qu'il fait l'aménagement, le village, il reste. Le village est développé. Mais est-ce que quand c'est plutôt, si on prend par exemple l'exemple de Ouaga 2000 ou Kosiam, le village, il n'existe plus. Kosiam, il n'existe plus. Il a carrément disparu. J'allais vous dire ça. Mais ce n'est pas un promoteur immobilier qui a fait, c'est quand même l'État, ou bien. Donc je pense que les promoteurs aident à ce que le village se maintienne et il se développe. Mais est-ce que vous ne vous êtes pas engouffré dans une brèche qui est en train de vous rattraper aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle d'une loi 2008 qui est en train d'être révisée parce que, vous savez, c'est au regard des failles, au regard du contexte qui est évolutif, qu'on décide de corriger la loi. Est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup plus penché pour la promotion foncière que vous payez aujourd'hui? Vous pensez qu'on peut prendre 5 ans sans signer vraiment des dossiers et maintenir les dossiers en attente? Chaque fois, on fait sortir une note pour dire « Ah, il y a suspension, il y a suspension ».
Mais vous savez et il va découler. Qu'est-ce qui va découler de cela? Vous savez ce qui s'est passé à Ouaga. Des maires ont été écroués pour les questions de parcelles. Vous savez le problème que cela a posé. Donc, qu'il y ait des mesures conservatoires, ça n'est peut-être que logique. Parfaitement d'accord qu'il y ait des mesures conservatoires, mais ces mesures conservatoires doivent accompagner. Ça ne doit pas venir pour supprimer. Mais actuellement, là où c'est en train de partir, notre lecture est que c'est voilé, tout simplement. On veut carrément supprimer ce qui est de la promotion immobilière au Burkina. C'est carrément voilé. On dit non, c'est parce qu'il y a accaparement des terres, on veut faire ça. Mais si vous lisez le contenu de la nouvelle loi, vous voyez que non, c'est carrément pour supprimer. Et vous disiez tout à l'heure, c'est politique. Expliquez-nous un peu plus en détail. Politique. Vous avez pris l'exemple, par exemple, que une personne ou bien des gens qui ont donné leur terre, qui deviennent encore pour dire qu'ils n'ont pas donné. C'est politique. D'autres personnes vont tourner derrière, aller voir encore ces mêmes gens, dire ah bon, ici là vous avez donné, il faut dire que vous n'êtes plus d'accord, non, on va faire ci, on va faire ça. Est-ce que vous voyez? Donc c'est des trucs comme ça qui sont à l'intérieur qui fait que bon, on va dire que non, ils ont donné leur terre, mais après ils ne sont pas d'accord. Il y a la question de l'atelier. Il y a un atelier que vous avez fait à Kayar. Oui. Vous avez réfléchi un peu aussi sur les propositions qui pouvaient être... C'est à Kayar, non? À Manga. À Manga, voilà, oui. Manga. Vous avez réfléchi sur les propositions qui pouvaient être les vôtres. Concrètement, face aux problèmes qu'on a aujourd'hui, pour vous, c'est quoi? Ça continue de fonctionner comme on était avant, avec les problèmes qu'on a aujourd'hui? Vous avez proposé quoi? Nous avons proposé... Nous avons proposé d'aider l'État à apurer le passif. Vous savez qu'il y a deux passifs. Le passif du passé que l'État avait, et il y a le passif aussi que nous, les promoteurs immobiliers, nous avons. Si je parle du passif des promoteurs immobiliers, parce que d'autres ont acheté, d'autres ont fait des ententes avec les villages pour les aider à se développer. Et ces ententes, ces accords sont là. Et ils sont engagés. Mais la nouvelle loi qui est en train de venir ne veut pas tenir compte du passif. Et s'ils ne tiennent pas compte du passif, c'est vraiment un problème. Vous voyez, les gens, ils ont leur terre. S'ils n'étaient pas engagés dans un aménagement, ils morcellent, ils vendent un non-loti, il a son argent. Mais il y a beaucoup de gens qui ont compris que le modèle de non-loti là, ce n'est pas une vie agréable. Donc, ils veulent que les villages soient vraiment bien développés, avec des voies bien tracées, avec de l'équipement nécessaire. Donc, ils ont accepté aller avec des promoteurs immobiliers pour l'aménagement. Oui, mais donc, ces gens qui n'ont pas vendu leur terre en non-loti, qui n'ont pas morcellé en non-loti, qui veulent vraiment développer réellement leur village, on vient dire non, c'est pas possible. Ils sont en perte. S'ils avaient morcellé, vendre en non-loti, ils gagnaient. Mais ils n'ont pas voulu faire de non-loti. Ils ont voulu vraiment un aménagement bien, développer réellement leur village. Et la loi qui est en train de venir, on a demandé à ce que le passif soit pris en compte, mais on n'a pas encore entendu cela. Jusqu'à présent, ils ignorent le passif. Ils ignorent même les recommandations que nous avons faites à Manga. Et nous avons demandé, avec notre structure mère qui est à la Chambre de commerce, a demandé même le report de l'atelier de validation qui s'est passé... C'était le 15 juillet. Hier. Qui s'est passé hier. Oui. Okay. Mais malheureusement, ils n'ont pas tenu compte de ça. Ils sont quand même allés valider. Est-ce que vous voyez? Et ma dernière question, parce qu'il y a le temps qui va très vite, le sujet est intéressant. Qu'est-ce qui vous fait peur dans rester peut-être confiné dans l'action immobilière? Parce que c'est clair que vous gagnez aussi avec l'action foncière. Ça, c'est une réalité. Mais vous êtes d'abord des entreprises aussi immobilières. Donc, c'est la viabilisation, c'est la construction de quelque chose sur le terrain nu, qui est votre vocation aussi première. Comment est-ce que vous nous expliquez que vous ne pouvez plus continuer à exister si vous n'avez pas la partie foncière? Non, c'est pas... Si on n'a plus la partie foncière, on ne peut pas imaginer un modèle de ville, un modèle de truc. Vous voyez, ça devient carrément du BTP pur et simple. Il faut juste construire des logements. Actuellement, nous construisons. Nous sommes d'accord pour construire. Mais reconnaissez quand même que le Burkinabé, ou bien le citoyen lambda, il n'a pas forcément l'argent cash pour aller payer un logement. Il se débrouille un peu, il paye son terrain, et après il fait un peu, il fait son autoconstruction, il fait le modèle qu'il veut. C'est pas tout le monde qui veut être casé dans un logement modèle type. Et le Burkinabé de nature, il préfère un peu, il gagne son terrain, un peu. Donc moi je pense que l'État doit plutôt, notre ministère doit plutôt voir pour les mécanismes d'accompagnement, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de mécanisme d'accompagnement. Voir des mécanismes d'accompagnement et accompagner toujours l'autoconstruction
Parce que les gens préfèrent l'autoconstruction. Les gens ne veulent pas forcément qu'on construise un logement pour eux. D'accord. On vous aura donc compris, Madame Kotima Romba. Je rappelle que vous représentiez ici la PIB, l'Union et le SINAPIB. La PIB, ok, merci. L'Union et le SINAPIB, qui sont des structures qui défendent les intérêts des promoteurs immobiliers. Et je pense que au fil du temps et avec l'avancée des choses et l'évolution notamment de la question, on pourra peut-être vous revoir ici ou revoir d'autres parties pour avoir d'autres sons de corde. Merci d'être passé. D'accord, merci. On va continuer ce JDS. Nous devrions passer un élément concernant quelques petits problèmes avec la sonature et donc c'est toujours dans le même débat, mais puisque le temps qui nous est imparti file lui, on va passer à la dernière rubrique, c'est celle de sport. Et dans la partie sport, on va se permettre un premier point et cela concerne les Jeux Olympiques Tokyo 2020 avec la participation de nos athlètes burkinabés. Un petit point qui nous est proposé par Assami Tiamtouré. Après l'élimination de Paul Domon en cyclisme, Faisal Sawadgo en taekwondo et Lucas Diallo en judo, le Burkina Faso avait toujours quelques chances de médaille avec 4 autres burkinabés, à savoir Angelica Ouedraogo et Adama Ouedraogo en natation, Mata Kwala en 100 mètres haies et en heptathlon et Hugues Fabrice Zango en triple saut. Adama Ouedraogo, vendredi dernier, en 50 mètres nage libre dès la première série, devrait chercher sa qualification pour le tour prochain. Placé dans le couloir 8, il n'a pas pu suivre le rythme des autres concurrents. Le nageur burkinabé termine 6e de sa série avec un temps de 25 secondes 22. Il arrive avec 0,51 secondes de retard sur le leader de la série. Son résultat est insuffisant pour se qualifier puisqu'il termine 54e au classement général. Dans cette même catégorie en 50 mètres nage libre, mais chez les dames, malgré une 3e place dans la série 4 avec un temps de 20 secondes 38, Angelica Ouedraogo quitte également la compétition. Elle termine 58e au général, un meilleur classement par rapport au JO de Rio de 2016 où elle était 68e et au JO de 2012 à Londres 63e. Les deux nageurs burkinabés sortent donc dès le premier tour de la compétition. Mata Kwala, très tôt ce samedi aux environs de 3 heures du matin, temps universel, se lançait elle aussi dans la compétition. Dans la 3e série des 100 mètres haies, elle débute bien la course mais termine malheureusement à la 6e place avec un temps de 13 secondes 11. Elle est éliminée donc de l'épreuve des 100 mètres haies mais reste engagée dans l'épreuve de l'heptathlon où elle a encore une chance de sauver sa participation à ces JO de Tokyo. Le seul Burkinabé toujours en lice et potentielle chance de médaille reste Hugues Fabrice Zango. Le Burkinabé entre en matière en triple saut ce mardi 3 août. Si il se qualifie, il pourra participer à la finale prévue le 5 août prochain. Il est bien de préciser que dans cette discipline, Zango fait partie des favoris. Bonne chance à l'athlète. Comment ne pas lui souhaiter donc bonne chance, puisque c'est vraiment le 3 août, on aura tous les yeux rivés sur Tokyo pour attendre cet espoir de médaille. Et je sais que tous les Burkinabés le portent en cœur. C'est pas n'importe quelle médaille que nous voulons, nous la voulons, c'est historique. Mais on espère qu'on pourra l'avoir. Et puis on a aimé ce message qu'il a envoyé à l'endroit des Burkinabés et rappeler pourquoi il se bat. Et ça, c'est plein d'espoir. Nous sommes sur ce plateau pour parler sport et j'ai deux visages qui m'ont rejoint. D'abord, Claude Romba, que je m'avais représenté, qui anime cette partie-là avec moi. Bonsoir Claude. Bonsoir Geoffroy, et en tout cas, toujours content d'être là. Évidemment. Et on est avec Martin Savadogo, on le disait en titre. Il est le directeur technique national de la Fédération burkinabé de cyclisme. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Fraîchement arrivé de Tokyo. Hein. Voilà. Évidemment, fraîchement arrivé de Tokyo. C'est pour ça c'est intéressant pour nous de commencer par le point qu'on a fait tout à l'heure avec Assami Tiamtouré. Bon, on a le seul qui est en liste, c'est Zango. Ça veut dire que même en cyclisme aussi, on a vu ce qui s'est passé, abandon, et puis après, on pensait qu'il allait encore avoir l'occasion de compétir, et puis bon, ça n'a pas pu se faire. D'abord, l'état d'esprit du jeune, c'est lequel? Merci bien. Avant de répondre à votre question, merci pour cette invitation. Et merci pour l'intérêt aussi que vous portez pour le sport en général et le cyclisme en particulier. Son état d'esprit, je peux vous l'assurer que c'est réellement au top. Je pense qu'il a atteint un de ses objectifs, et surtout la visibilité. Et il s'est donné
Et il a eu ce qu'il devait avoir. Et je pense que d'une manière générale, ou du moins de façon globale, c'est un résultat qui est satisfaisant. D'accord. Au-delà du résultat, c'est vrai que les Burkinabés étaient contents de savoir que Paul Domont allait venir. On était tous là. Mais après, derrière ce goût amer que ça laisse, c'est la qualité du vélo de Paul Domont qui est un peu mis en cause. Et c'est ce qui fait un peu mal à certains Burkinabés qui se disent, mais écoutez, comment à ce niveau de la compétition, on a un problème de vélo. Bon, je pense que les gens n'ont pas eu la vraie information. D'accord. Et Paul Domont, d'abord il faut dire que les Jeux olympiques, c'est réellement une très très haute compétition. D'accord. Alors il a été qualifié en 2019 et suite à certaines courses qu'il a eu à participer et gagné des points. Et vous savez qu'au niveau de la qualification, ce sont des notables, si vous voulez, au niveau des comités. D'accord. Donc, et c'est à ce titre-là qu'il a participé au niveau de la course contre la Ligue en tant que meilleur amateur de la jaune. Et sinon, tout le reste, ce sont des qualifications au niveau des points mondiaux. Donc ça veut dire qu'il n'a pas atteint ça. C'est comme par exemple la natation qui est, si vous voulez, comme une invitation, mais qui s'est qualifiée au niveau des meilleurs amateurs. D'abord, il faut qu'on rétablisse ici. Et cette, comment on appelle, pas une vérité, c'est-à-dire que porter l'information que c'est réellement un meilleur amateur qui se retrouve avec réellement des professionnels, des coureurs très aguerris. Alors, si vous, d'abord la distance, 233 km, si vous prenez dans la sous-région, c'est quelle est par exemple cette compétition qui fait 233 km? Il n'y en a pas. Il y a au moins près de 130 coureurs et à parcourir près de 57 pays. Et si vous prenez au niveau de la jaune ici, c'est le seul jeune ouest, c'est le seul amateur espoir qui a participé. Sinon que vous allez voir le Rwanda qui est semi-professionnel avec Moïse, vous allez voir par exemple l'Érythrée avec ses 2 professionnels et ensuite l'Algérie avec les Lagab qui sont aussi des professionnels. Donc c'est dire que c'est un jeune espoir qu'on a réellement vu au niveau des pistes, au niveau des routes du cyclisme africain qui peut progresser. Et l'objectif était quoi? C'est d'abord lui donner une chance de participation. Deuxièmement, c'est faire une visibilité et puis l'ouvrir les portes du professionnalisme. Mais M. Savadogo, vous êtes DTN. La question du vélo. Non, parce que ça nous tient à cœur. J'arrive. Donc c'est parce que pour moi, en tant que DTN, je suis plus technique un peu dans les performances avant de revenir sur le vélo. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que je vous fais l'environnement même de la compétition avant de revenir sur le vélo. D'accord. Donc c'est à ce titre-là qu'il a participé. Alors, je reviens sur le vélo. Le vélo, c'est pas un problème. Il a abordé la course là avec sérénité. Et dès les premiers heures, si vous voyez par exemple l'organisation de cette course, même le faux départ, là où les gens partent à 70-80, là où il a pu suivre, et quand ils ont donné le départ réel, il a réellement saisi l'opportunité pour être dans la coupure de 7 personnes. Et quand ils sont partis, vous savez que c'est des tactiques, c'est des enjeux. Et on prime 3 personnes, c'est un système championnat, premier, deuxième, troisième, c'est ça qu'on recherche. Donc, étant dans dans l'échappée, c'est-à-dire qu'il était obligé de prendre les relais. Si des montées, des codes de 8%, je veux dire 12 km de montée, vallonnaire et tout. Et c'est à ce niveau-là, effectivement, que son derrière a lâché. Quand ça a lâché, comprenez qu'il ne s'est pas arrêté. Ils étaient partis jusqu'à 20 minutes. Il ne s'est pas arrêté. C'est-à-dire que c'est les vitesses qui ne pouvaient plus changer. Et il nous a fait appel, effectivement. Et il y avait même le véhicule neutre, il y avait la moto neutre. Et vous voyez que c'est d'ailleurs même avec le volant à droite, on partait à près de 120, 130, 40 pour aller le dépanner. On était dans le 25e, dans l'ordre des véhicules, 25e position. Et effectivement, nous sommes arrivés, on a trouvé qu'il avait ses difficultés et on a essayé de l'arranger. Il y avait le vélo qui était là. Shimono a trouvé que notre vélo est bien, mais ils l'ont même changé un vélo neuf. Mais pendant ce temps, il y a eu une chasse qui était organisée derrière pour venir. Parce qu'il a fait près de 1h30. L'échappée a fait près d'1h30 et près de 130 km à 150 km. Donc, il a été dépanné. Et il a repris la course.
Maintenant, ce que les gens n'ont pas compris, c'est pas lui qui a abandonné. Comme c'est un système championnat, ce n'est pas comme on quitte Boussé, on rentre ici et puis on tourne. Je m'excuse. Mais c'est-à-dire que c'est un parcours qui quitte ici, qui part, je ne sais pas, il faut être présent, qui peut partir de l'ouest, du nord et qui revient. Et pour une histoire sécuritaire, si vous faites par exemple une différence de 2 minutes à 3 minutes, on vous descend. Mais il a été, le vélo, la qualité du vélo, est-ce que ça posait un problème? Ça ne pose pas un problème. Mais le derrière, comment ça fait que le vélo s'est enrayé? Ça arrive, même ici, vous ne voyez pas des couleurs qui tombent en panne? Mais justement, aujourd'hui, quel est son état d'esprit? Parce qu'il est allé aussi pour apprendre. Quoi qu'on dise, au fond, on savait aussi que c'était dans un contexte, il était amateur face à des professionnels. On n'avait pas les mêmes espoirs qu'on a avec Hugues Fabrice Zangou. Ça aussi, c'est une réalité. On voulait qu'il revienne fort. Est-ce qu'aujourd'hui, il revient comme ça? Il est même très content parce que s'est retrouvé d'abord au niveau de la coupure avec ses professionnels qui se demandaient même lui c'est qui, puisque c'est une tactique de course. Choisir des gens d'abord pour attaquer, faire par exemple pousser d'autres et ensuite maintenant il s'est retrouvé un septième. Chacun se demande mais ce monsieur là c'est qui, puisqu'il n'a pas de palmarès comme ça. L'objectif atteint, il a pu donc l'objectif atteint. Sur les 57 pays, on ne faisait que parler par exemple du Burkina Faso jusqu'à ce que le président de l'UCI là et c'est comme on appelle la félicité quand je suis arrivé. Il dit d'été que vraiment, mais c'est pas moi, c'est le Burkina qui félicite à travers l'enfant. C'est cela. Voilà. Claude Romba, on va laisser la partie Tokyo parce qu'on a le temps qui nous est imparti aussi en train de filer. On veut parler aussi de notre cyclisme parce que le petit il est revenu dans tous les cas. Il faut qu'il y ait aussi de la compétition. Et aujourd'hui, voilà, le Tour du Faso. Ça c'est une réalité. On a Duclos qui est parti. Et il y a, vous savez, tant que vous n'avez pas la compétition, on va vous donner des chances, vous allez aller, ça ne sera pas ça. Mais on a l'impression qu'il y a des petits problèmes. C'est vrai qu'au Tour du Faso, on a prévu le Tour du Faso, c'est du 29 octobre au 7 novembre prochain. On sait qu'il y a des petites bisbilles entre la fédération et le ministère. Sur les 11 commissions, il y a une seule commission qui revient à la fédération burkinabé de football, la commission technique. Ça n'a pas plu à la fédération. La présidence du comité d'organisation ne revient plus donc à la fédération. Ça crée des bisbilles. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre? Bon, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre, mais pour comme on appelle, essayer de répondre à cette question en tant que technicien, permettez-moi de vous dire d'abord que Paul Domo n'est pas au Burkina Faso. On s'est séparés, il est à Charles de Gaulle, et sur la Roissy Charles de Gaulle. Il continue son stage au niveau de Suisse, du centre mondial, là où il va prendre part au Tour de l'avenir. Donc ça, c'est réellement un acquis. Donc, savoir être tracé pour être professionnel, on a besoin de vos prières. Alors, revenons au Tour du Faso. Voilà, revenons au Tour du Faso. C'est vrai que je suis technique, mais en tant que technicien, quand même conseiller de la fédération, je suis un peu les événements. C'est vrai que dans... comment on appelle... Est-ce que vous avez les deux casquettes? Bon, deux casquettes, c'est-à-dire dans la mise en place du comité national d'organisation, effectivement, il y a eu un peu de bruit, ou du moins des incompréhensions autour de cette mise en place-là. Mais je dois résumer simplement en disant qu'ils ont trouvé un terrain d'entente, donc le Tour du Faso va être très bien organisé. Avec le président de la Fédération burkinabé de cyclisme comme président du comité d'organisation. Bien sûr, avec non seulement avec le premier responsable, parce que c'est le ministre qui est le premier responsable de cette organisation. Et ensuite maintenant, le président vient, parce que d'abord c'est le ministère de tutelle qui a cette charge-là, et bien sûr qui a fait sa délégation au niveau de la fédération, et bien sûr pour promouvoir cette discipline-là. Il y a eu des gens responsables, comme on appelle au niveau du ministère, et ensuite des gens responsables aussi se trouvent au niveau de la fédération. Ils se sont entendus à travers certaines contradictions, mais tout est rentré à l'ordre, c'est ce qu'on veut. Donc, vous nous rassurez que le président du comité d'organisation du Tour du Faso, c'est le président de la Fédération burkinabé de cyclisme. Je pense qu'ils se sont accordés là-dessus parce que je suis un peu mal placé. Moi, je suis mal placé pour le dire. Mais je sais que parce que moi, je ne m'occupe que de la partie technique. Mais à ce niveau aussi, j'ai suivi. Mais je pense que ces accords ont été réellement. Il y a eu un consensus général. On sait que le dernier vainqueur du Faso qui est burkinabé, c'était Mathias Sorgo en 2018. Ouais, on espère que Paul Domon va peut-être tracer également sur cette nouvelle voie parce que bon. Bon, vous savez que c'est un peu difficile pour les courses à étapes. Parce que dès les premières heures, tu peux être leader et puis ne pas porter le maillot. Toujours, ce qu'on peut dire,
c'est souhaiter qu'il y ait une très bonne expression au niveau des étalons cyclistes pour que le maillot jaune revienne au Burkina Faso. Que ce soit Paul Domo, que ce soit X ou Y, moi en tant que directeur technique, c'est le meilleur qui gagne. Parce qu'il peut ne pas porter le maillot et jouer un grand rôle dans le port du maillot. C'est cela. S'il porte le maillot, c'est encore mieux parce qu'il va encore se valoriser, il va encore se faire une visibilité. Mais je ne peux pas dire que j'ai un choix sur telle couleur. J'ai le choix sur tous les couleurs. Moi, mon choix, c'est le maillot. Juste pour rassurer, parce qu'on a vu la polémique du vélo. Est-ce qu'on a des bons vélos et que les vélos n'ont pas de... Non, les vélos sont là. Il faut reconnaître que... C'est des vélos de... Je veux dire, c'est des vélos de... Oui, ce sont des vélos au top. Par exemple, les vélos Shimano, que, par exemple, pour la courir avec là, c'est pas n'importe quel vélo. Regardez la course. Les 3 podiums, c'est qui? Les 3 podiums, quand vous prenez Carapace, c'est le monsieur qui a eu les 3 victoires au Tour de France. Dans comme on appelle le Roissy Charles de Gaulle, la dernière étape. Quand vous prenez Van le Belge, c'est lui, comme on appelle, le baroudeur. Non, lui, il était. Non, plutôt, Carapace était 3e au classement général. Et le deuxième, là, il a eu 3 étapes. Voilà, Tour de France, au Tour de France, dans la dernière étape. Et le maillot jaune de Tour de France est venu 3e. C'est le podium qu'on cherche. Donc, imaginez cette compétition-là. C'est de haut niveau. C'est de haut niveau. Et je crois que prenons ça avec... non seulement philosophie, mais dans la positivité. Parce que vous prenez toute la jaune ici, là, c'est qui? Paul Domo. Burkina Faso. C'est important. Voilà. Merci bien d'être passé. Merci bien. Martin Savadogo, je rappelle que vous êtes directeur technique national de la Fédération burkinabé de cyclisme. Merci aussi à Claude Romba. On va rappeler que Fabrice Zango, c'est le 3 août, la finale c'est le 5 août, peut-être que c'est ici. C'est cela. Voilà, le 5 août, indépendance du Burkina Faso, fête de l'indépendance du Burkina Faso. 5 août également aussi, l'association des jeunesse sportifs du Burkina donc joue sa finale du côté de Banfora. Ça va opposer le champion qui est l'AS Sonabel face au vainqueur de la Coupe du Faso, l'Asfa Yenega. Ben, c'est un autre challenge également aussi du côté de Banfora. Et on espère que le prochain JDS, on viendra célébrer Zango ici. C'est bien cela. Et merci d'être resté fidèle à ce rendez-vous-là, celui du journal du dimanche soir, qui nous démontre que l'actualité n'est pas qu'économique, elle n'est pas que santé, elle n'est pas que éducation, elle n'est pas que politique. En fait, elle est plurielle. Et c'est pour ça qu'ici, nous abordons l'actualité dans sa forme aussi diverse que variée. On prend rendez-vous pour dimanche prochain. Et d'ici là, portez-vous bien.